2014 et c'est une émission qui est consacrée aux Proustiens. Alors je vais interviewer, et ce sera une discussion, un grand Proustien, un autre dame de Proust on peut dire, et qui s'appelle, on peut le dire dès maintenant, Dominique Drouin, un écrivain, et ce qui est le cas de beaucoup de Proustiens qui sont des écrivains. Donc on va essayer de comprendre ce qui fait qu'on devient Proustien et comment Proust change votre vie. Alors je vais poser des questions à Dominique. Bon, alors Dominique, d'abord je voudrais savoir à quel âge tu es devenu Proustien et comment ça s'est passé. Alors, en fait, il y a eu deux étapes. L'une qui a été une tentative qui a échoué à l'âge de 17 ans. J'ai lu Un amour de Swann avec une déception dont je ne me suis remis que beaucoup plus tard, à 30 ans, lorsque j'ai demandé pour mon anniversaire qu'on m'offre la totalité de La Recherche du temps perdu. De nulle part. Effectivement, je suis incapable de dire quelle est l'origine de cette demande, de cette envie, de cette soif d'un seul coup, si ce n'est que quelque chose était en gestation, de l'ordre de l'envie d'écrire certainement, peut-être une envie un peu plus... Enfin, ça allait au-delà de l'envie, puisqu'il y avait quand même déjà des tentatives, et j'avais sans doute en mémoire, de façon inconsciente, que Proust était certainement la référence de toute personne qui prétendait entrer en littérature. Et alors, est-ce que tu travaillais dans le domaine de l'écriture, de l'édition? Non, pas du tout. Je suis un rationnel, un scientifique de formation et je œuvrais dans, si on peut dire mon œuvre, dans le milieu informatique de gestion. Donc c'est un profil qui nous plaît, qui nous intéresse, dire pas besoin d'être élevé dans le sérail proustien pour devenir proustien. Donc alors tu te mets à lire Proust. Voilà, à 30 ans donc je lis la totalité de La Recherche du temps perdu, en alternant bien sûr, parce que c'est quand même un morceau, en alternant avec d'autres livres. Et ce qui est terrible dans cette alternance, c'est qu'on voit à quel point les autres œuvres sont fades, à côté apparaissent fades, et on se dépêche de reprendre la lecture de La Recherche du temps perdu pour redonner de la couleur à la vie en fait. Donc en combien de temps tu as pu lire J'ai dû mettre pas loin d'une année quand même. Oui, donc une année. Et avec quelques difficultés ou tout a coulé facilement? Ou est-ce que tu te souviens qu'il y a des passages qui sont plus difficiles à avaler que d'autres? Non, ça a été relativement naturel. Bien sûr, je constatais certaines longueurs qui supposaient d'avoir, comment dire, en informatique, quelques pointeurs dans le cerveau pour se dire attention, il a arrêté là avant l'incise, je dois en revenir là quand il ferme la parenthèse. Mais c'est un exercice intellectuel qui n'est pas inintéressant. On pourrait même le conseiller aux personnes qui ont des difficultés de mémoire, parce que c'est idéal en effet pour se concentrer bien sûr. Et pour la mémoire récente. Voilà. Donc, alors premier avantage d'être un proustien, bon pour la mémoire, surtout pour les gens qui vieillissent et qui perdent la mémoire immédiate. Voilà. Donc l'exercer, au lieu d'aller au supermarché et de se souvenir de tout, du prix de tout et le noter, puisque c'est un des conseils qu'on donne, et bien lisez Proust, et déjà sur la première phrase très longue, qui n'apparaît pas tout de suite, et Dominique va nous montrer, parce qu'il va nous réciter le début de la recherche, un exercice que moi je suis incapable de faire malheureusement. L'incipit le plus connu de la langue française, c'est... Bon. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Alors, ce qui est intéressant dans cet incipit, à mon avis, c'est que tout de suite, on rentre dans un espèce de flou entre l'état de sommeil et l'état de veille. Dans la première phrase. Dès la première phrase. Oui. Dès la deuxième, plus exactement. Non, mais même la première, oui. Par le temps. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Oui. Quel est le... Est-ce que c'est présent, passé, tout ça, voilà. C'est vague. Au début, c'est vrai que ça peut déconcerter au début. Oui. D'ailleurs, quand on lit les premières pages de La Recherche du temps perdu, on ne sait jamais trop dans quel temps on est. Mais oui. C'est délibéré, évidemment. Et donc, c'est ce que dit Proust aussi, c'est que la réalité naît
du fait de la métamorphose, la métaphore proustienne, c'est-à-dire de mettre en contact une réalité d'autrefois et une actuelle, et que sa mise en contact crée une réalité, parce que quelqu'un qui ne ferait que d'écrire sans porter dans le fond ses souvenirs, on peut le dire, son passé, et c'est le cas des gens qui ont Alzheimer, et qui n'ont pas tout ça, cette réalité, elle doit être concomitante au passé, au présent, et pour faire sortir l'essence de cette chose-là, il faut les anneaux nécessaires d'un beau style. Et c'est là que, quand on me dit Proust, c'est simplement le style, ce n'est pas vrai. Il y a quand même le fond et la substance, et le fond et la forme, il faut les deux. Et ce que dit Proust dans sa découverte de la vocation, dans son livre, c'est que les anneaux d'un beau style ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire, suivant le lecteur, bien sûr, les anneaux qui le toucheront ne seront pas les mêmes. Tout à fait. Et de la même façon, ce ne sont pas les mêmes pour chaque livre. Chaque livre doit trouver son beau style. Son beau style, oui. Et alors, moi aussi, au sujet de la littérature, j'y ai réfléchi aussi, je me suis dit, ce qui est la littérature, c'est ce qui traite par la voie littéraire de ce qui d'habitude est traité par la philosophie. C'est-à-dire si c'est juste un récit d'aventure qui ne vous emmène pas à l'essence des choses ou aux questions fondamentales, dont la plus importante, on en reparlera, c'est le temps, et ce n'est pas hasard que ça s'appelle À la recherche du temps perdu. C'est quand même un sujet qui a été très traité par les philosophes, qui, eux, contrairement à Proust et aux littérateurs, disons, croient qu'il y ait une vérité a priori, alors que, d'après Proust, c'est une vérité qu'on découvre à cause de ce qui se passe. Pour vous donner un exemple, parce que c'est un peu abstrait, ça, c'est dire la vérité absolue, c'est celle que cherche le jaloux, c'est de savoir si l'objet de sa passion l'a trompé ou pas. Ça, c'est une vérité, c'est oui ou c'est non. Enfin, c'est peut-être un peu simpliste, mais nous ne sommes pas des professionnels. Oui, on pourrait dire que Proust, c'est le Bergson a posteriori. Voilà, exactement. Puisque Bergson, c'était... Voilà, lui, il a fait une théorie. Voilà. Et lui, et Proust l'a vécu, l'a illustré sans ce qui s'en inspire. Peu importe, on n'est pas dans l'exégèse ou... Mais effectivement, les vérités qui sortent de ce texte, enfin, de l'œuvre de Proust, sont nécessairement plus fines, plus vivantes, encore une fois, plus incarnées que ce que permet un traité philosophique. Oui, et puis pour moi, qui suis assez obtuse à la philosophie, plus clair. Oui. Donc, alors après, bien sûr, comme devant toute œuvre d'art, il y a, bon, disons, l'appréhension de l'œuvre, en ce cas-là, la lecture, et après, le travail quand même intérieur pour voir où est l'écho. Parce qu'un livre, c'est un écrivain et un lecteur.